Bonsoir, bienvenue à tous. Merci de nous retrouver pour ce journal. Nous sommes le mercredi 26 janvier. Je vous en donne les titres avec les Enfoirés à l'Arena. C'est parti. Les concerts en faveur des Restos du Cœur se déroulent jusqu'à lundi soir. Au programme, Jean-Jacques Goldman, Michael Jones, encore Patrick Fiori, Liane Folly. L'Agglo de Montpellier a ouvert aujourd'hui le chantier de l'Opéra Comédie. Une visite dans les entrailles de l'arrière-scène. Très impressionnant. Et puis le procès Bissonnette, la journée a été consacrée à l'affaire. Dans l'affaire, cette tentative de subornation de témoins menée par Jean-Michel Bissonnette qui avait été révélée en septembre dernier et qui avait conduit au report du procès. Les Enfoirés sont à pied d'œuvre. Les concerts de soutien au Resto du Cœur auront lieu à partir de ce soir et jusqu'à lundi prochain. Chaque soir est complet ou presque. Apparemment, il reste peut-être quelques places. Au programme, Jean-Jacques Goldman, Mimi Mati, Grégoire. On ne pourra pas faire plus d'images. TF1 qui diffuse le spectacle. Les organisateurs interdisent la présence d'autres télévisions, même locales. C'est bien dommage. Au micro, tout de même, il a réussi à voler quelques images et à faire quelques interviews. Julien Lamoussière, il a rencontré Michael Jones notamment et Patrick Fiori. Oh, franchement, je ne sais rien. On est aux répétitions, on a fait 3 chansons. Donc nous, on découvre tout au fur et à mesure en ce moment. On a répété les chansons qu'on chante ou les chansons qu'on joue. Mais sinon, les autres, on ne sait rien. En fait, on découvre tout, donc ça sera des surprises, voilà. Heureusement qu'en France, on a ce regroupement-là. Heureusement qu'il y a les bénévoles, qu'il y a tout le monde, qu'il y a les médias qui suivent l'histoire aussi et que cette aventure-là et que cette initiative a été prise il y a assez longtemps par un monsieur qui a eu cette superbe idée. Voilà, on est juste des suiveurs. On essaie juste de mettre notre pierre à l'édifice encore un petit peu plus chaque année. Et dans Sortie Plein Sud, demain, à partir de 18h30, vous aurez quelques autres interviews, notamment Grégoire, Liane Folly ou encore Morane. Merci à Julien Lamoussière. L'agglomération de Montpellier vote son budget aujourd'hui même, un budget qualifié d'audacieux dans un contexte de gel des dotations budgétaires de l'État. Les dépenses d'investissement atteindront même un montant record de 335 millions d'euros en raison essentiellement du chantier du tramway. Mais il y a d'autres investissements spectaculaires comme la rénovation de l'Opéra Comédie, fermée pour travaux depuis août 2010. Une visite du chantier était organisée aujourd'hui. Olivier Roiran a eu la chance d'y participer. C'est la première fois que l'Opéra Comédie dévoile ses entrailles. Après 3 mois de travaux, la cage de scène a été totalement démantelée. Il reste les murs, le toit à 30 mètres de haut et des volumes impressionnants. Le chantier de reconstruction va pouvoir commencer juste après un ultime déblayage. On va creuser de manière à avoir un sous-sol en fait entier par rapport à la rue. Vous voyez, là on est à peu près à demi-niveau par rapport à la rue, donc on va descendre d'à peu près 1,50 m pour avoir un sous-sol entier. Ensuite, il y a un niveau qui est au niveau des 2 rues, qui sera traversant comme ça. Puis un niveau intermédiaire juste sous la scène qui permettra de créer des effets d'apparition des artistes sur scène, impossible jusque-là. Les nouveaux sous-sols seront utilisés pour garder à portée de main du matériel technique mais aussi des costumes. Un grand théâtre du 19e siècle avec une machinerie et un agencement du 21e. De quoi éblouir le tout nouveau directeur de l'Opéra et de l'Orchestre National de Montpellier. Tout à coup, on sent qu'il y a un rite qui est en train de s'accomplir. On va aller au bout de ce rite ensemble pour le projeter dans le futur. C'est ça qui m'intéresse. Tout à coup, j'ai ce sentiment profond-là. Et c'est assez bouleversant. Beaucoup de profondeur latérale, un plateau très vaste qui pourra accueillir de très grands décors. Le tout mis en œuvre par des systèmes entièrement automatisés. Reste le coût de l'opération et là, c'est l'Agglo qui a ouvert son porte-monnaie avec une petite aide de la région. C'est une opération et un projet colossal, 14 millions d'investissements qui prolonge les 5 millions d'euros qui ont déjà été injectés dans ce bâtiment depuis 2003. Aujourd'hui, on découvre en quelque sorte l'enlèvement de cette opération de 100 tonnes de gravats qui permet de reconfigurer complètement l'arrière de scène, de donner une fonctionnalité en devenir tout à fait exceptionnelle pour la qualité des spectacles. Et le rideau de scène d'origine sera entièrement reconstitué. La fin des travaux et la réouverture au public de l'Opéra Comédie sont prévus en mars 2012. Et Olivier Roiran a profité de cette visite de l'Opéra Comédie pour interroger Jean-Pierre Moore, le président de l'agglomération, sur une décision votée aujourd'hui en Conseil d'Agglo, l'unification des tarifs d'eau potable. On l'écoute.
Là, ça concerne dans un premier temps toutes les collectivités en prise directe avec la compétence, avec la gestion de l'agglomération. Donc il y a 10 communes qui sont directement concernées en premier chef avec les 1,22. Et puis c'est à mettre en comparaison avec le prix moyen qui fait référence sur les syndicats actuellement sous contrat, mais qui est très voisin de cette moyenne et qui à terme permettra d'avoir effectivement un prix unique sur l'ensemble de l'agglomération. Le CHRU de Montpellier aura connu bien de turbulences au cours de l'année 2010, avec le départ précipité de son directeur, la nomination d'un directeur par intérim, puis l'élection au poste de président de Georges Frêche, décédé peu de temps après. La nouvelle année commence avec un nouveau directeur général, Philippe Domy, venu de Picardie, et un nouveau président. Il s'agit de Christian Bourquin, le président de la région Languedoc-Roussillon. Ils présentaient tous deux leurs vœux au personnel. Aujourd'hui, on les écoute. Sur tout ce qui touche à l'enseignement, les facultés et tout ce qui touche à la recherche, oui, la région investit dans ce secteur et nous allons investir beaucoup. Un simple témoignage. Nous avons pris la responsabilité de construire la nouvelle fac de médecine à Montpellier, entièrement neuve. Ce sont des centaines de millions d'euros qui vont être investis là-dedans. La région le fait directement. Nous le faisons parce que l'approche de la médecine et de l'enseignement de la médecine à Montpellier, c'est depuis le 5e siècle. Eh bien, je souhaite être un digne continuateur de cette forte histoire de la médecine à Montpellier. Un projet pour le CHU à Montpellier, c'est d'abord de faire en sorte que le CHU fasse toujours mieux son métier. Et son métier, au-delà des soins délivrés dans la partie hospitalière, c'est de mettre à disposition des opérateurs de soins et au plan national, les professionnels de santé, à commencer par les médecins, dûment formés dans les spécialités dont on a besoin en temps et en heure, et là où on en a besoin. Et notre CHU, dans ce domaine, est référent, pas seulement au plan régional, mais au plan national. C'est une très grande école de médecine qui rivalise facilement avec Paris-Lyon, Marseille, et qui est vraiment un titre de capacité et de compétences professionnelles. La 13e journée du procès Bissonnay aura été particulièrement éprouvante pour Jean-Michel Bissonnay, le mari de la victime, accusé de complicité, d'assassinat. Il avait en septembre dernier déclenché le report du procès pour avoir tenté une subornation de témoins. Explication avec Jean Brun. On s'en souvient, le premier procès des assassins présumés de Bernadette Bissonnay avait été suspendu suite à une tentative de subornation de témoins de la part de Jean-Michel Bissonnay, mise en place depuis sa cellule. Une mise en scène compliquée visant à désigner le vicomte Amaury d'Harcourt comme commanditaire du meurtre. Pour cela, Bissonnay s'acoquine en prison avec un détenu escroc et organise le faux témoignage par lettres. Mais l'escroc n'ira pas jusqu'au bout, préférant remettre les lettres aux policiers. Il est certain que Jean-Michel Bissonnay a écrit des courriers, a laissé des traces matérielles cette fois-ci pour fournir un faux témoignage à la cour d'assises. Maintenant, ce qui est difficile, c'est effectivement d'apprécier le témoignage de ces gens, entre l'escroc menteur qui vient dire à la cour qu'il dit la vérité, et puis le détenu homme d'honneur, homme de main, qui vient dire mais je n'ai rien fait. Les jurés devront apprécier. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je crois que alors que ce procès était là pour faire la lumière sur la mort d'une femme, on sombre dans l'abject. Mais à cause de qui, encore une fois? Jean-Michel Bissonnay. Les 3 défenseurs de Jean-Michel Bissonnay n'avaient pas besoin de cette nouvelle affaire, propice à compliquer encore la défense de leur client. L'accusation doit avoir bien peu de choses dans son dossier pour sortir les poubelles des prisons, comme je viens de les voir sortir aujourd'hui. Qu'est-ce que je retire, moi, de ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, tout simplement ce que vous a dit Jean-Michel Bissonnay ce matin. C'est un homme qui est désespéré, qui est en prison depuis presque 3 ans, qui se cogne la tête contre les murs, qui n'est pas entendu et qui a fait l'objet de 2 tentatives d'escroquerie, puis on va en voir une 3e tout à l'heure, par des co-détenus qui ont vu le type en état de faiblesse et qui avait un peu de pognon. C'est tout. Qu'est-ce que ça prouve? Ben, ça prouve rien. Rien, rien, rien. Demain jeudi, la cour d'assises suspendra ses débats pour une journée en raison de la tenue d'un procès prévu de longue date. 24 heures de répit, propice, on l'espère, à la réflexion pour les 3 accusés.
Vous vous rappelez de cette affaire qui concerne 5 lycéens montpelliérains accusés d'entrave à la circulation lors d'une manifestation contre la réforme des retraites en octobre dernier. Ils avaient distribué des tracts sur la voie publique. Ils étaient convoqués ce matin par le procureur pour un rappel à la loi. 1 était absent, mais 3 ne reconnaissent pas les faits. Ils ont refusé de signer ce rappel, ce qui ouvre la possibilité pour le procureur de les poursuivre. On écoute leur défenseur, Maître Gandini. Ils ne reconnaissent pas les faits qu'on leur reproche. Ils estiment qu'ils n'ont pas commis d'entrave à la circulation. Ils ont simplement manifesté pour distribuer des tracts. Et par conséquent, ils n'ont fait qu'user de leur liberté d'expression et la liberté d'aller et venir. Et par conséquent, estimer injustifiées ces poursuites à leur encontre. Le dossier va donc repartir auprès du procureur, puisque c'est lui qui est à l'origine de cette mesure alternative aux poursuites, qui est la proposition de rappel à la loi. Donc il y a 2 solutions. Ou bien il classe purement et simplement, estimant qu'effectivement qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, ou bien malgré tout, il veut poursuivre, et à ce moment, dans le délai de 3 ans, qui est le délai d'un délit, puisque au départ c'était un délit qu'ils étaient censés avoir commis, eh bien il peut engager des poursuites, étant donné que ce sont des mineurs, soit selon l'importance de l'infraction à ses yeux, devant le juge des enfants ou le tribunal pour enfants. Et on a commencé le journal avec les enfoirés, on va le terminer avec les experts. L'équipe de France de handball, vous le savez, compte 4 Montpelliérains dans ses rangs, sans compter les anciens Montpelliérains. Tiens, par exemple, le gardien Thierry Omeyer, ou encore Jérôme Fernandez, Didier Dinard, etc. L'équipe de France est donc bien qualifiée pour les demi-finales des championnats du monde en Suède. Cette qualification a été acquise depuis lundi. Il s'agissait de savoir, avec le match d'hier contre l'Islande, gagné par la France, quelle équipe rencontrerait les Français? Ce sera donc la Suède. L'autre demi-finale opposera le Danemark à l'Espagne. Les matchs se joueront vendredi. Sport encore envolé hier soir en Coupe de France et 16e de finale. Montpellier est passé en allant gagner à Ajaccio 3-7-0. Par contre, l'Arago de 7 a perdu à Nice 3-7-2 et donc éliminé. Les Sétois pourront se concentrer sur le championnat. Ils sont 3e et sur la Coupe d'Europe. Et puis ce soir à Latte, le BLMA joue contre Aix-en-Provence en championnat. Latte est 2e de ce championnat de basket féminin. Aix est 10e. Début du match dans quelques minutes à 20h. Et vous avez le temps d'y aller puisque le journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. 77 000 téléspectateurs chaque semaine suivent 7L TV. Merci à vous. Merci de votre fidélité. À très bientôt sur cette antenne. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 12h30.